Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Wilhelmy, je suis écrivaine, mes livres sont publiés chez Le Méac, chez Grasset entre autres, et je suis aussi chargée de cours dans plusieurs universités spécialisées en création littéraire. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, elle est d'abord et avant tout destinée à mes étudiants, des étudiants qui sont au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat en écriture littéraire, et elle a pour objectif de leur présenter le logiciel Antidote. Je précise que Antidote ne me paye pas du tout pour faire cette vidéo et qu'il s'agit de mon usage personnel du logiciel, donc probablement que d'autres écrivains vous présenteraient de façon complètement différente leur utilisation de cet outil-là. Je précise aussi que la vidéo, elle est vraiment tournée vers le travail de création littéraire et non sur un travail qui serait plus lié à la communication, à la traduction, ce genre de choses-là. Donc, pour les gens qui sont plutôt dans ces disciplines, vous allez trouver toutes sortes d'outils, mais peut-être que le logiciel propose des solutions plus précises pour vous, puis qui seraient des ajouts à faire à cette vidéo-ci. Sans plus attendre, je commence. D'abord, important de savoir que j'utilise la version Antidote 10, mais que la grande majorité des réglages que je vais vous présenter sont disponibles dans les versions antérieures. Puis, savoir aussi que le logiciel est disponible en anglais et en français. Je vais revenir sur la version anglaise à la fin. Finalement, pour de nombreux étudiants, en tout cas dans de nombreuses universités, le logiciel est disponible par votre bibliothèque. Donc, je vous encourage à aller vérifier s'il y a moyen d'y avoir un accès numérique gratuitement avec votre code étudiant. La toute première étape à faire, ça va être d'aller configurer le logiciel pour qu'il corresponde à ce que vous avez besoin comme locuteur, puis que vous puissiez l'ajuster à vos préférences puis au type d'écriture que vous faites. Pour ça, vous ouvrez le logiciel, vous allez directement dans Antidote, Préférences, et là, vous avez toutes sortes de réglages possibles. D'abord des questions esthétiques dans la section générale, puis dans Apparence. Toute la section interface est moins pertinente pour le type de travail que je vous propose, donc on va passer vite, là, ça va être qui peut utiliser le logiciel, quel contenu filtrer, quel contenu conserver, la synchronisation d'Antidote, puis lier les comptes à des comptes Facebook si nécessaire. Ce qui nous intéresse particulièrement, ça va être la question de la langue. Du côté du correcteur, on va vous demander de préciser si vous voulez qu'il y ait un retour de chariot à la fin d'une phrase. Par exemple, si vous écrivez de la poésie, est-ce que ça implique que vous voulez qu'il y ait une majuscule après, à chaque fois que vous faites un nouveau saut de ligne? C'est le genre de détails que vous pouvez configurer qui, encore une fois, sont peut-être moins essentiels pour le travail de relecture puis de réécriture, mais qui sont quand même pertinents. Donc, quel type de séquence vous voulez exclure dans la correction de vos textes, quelles alertes anti-oups, si c'est pour dans les courriels, si vous dites que vous allez envoyer une pièce jointe puis que vous oubliez de la joindre, le logiciel va vous l'indiquer. La chose qui va nous intéresser particulièrement, par contre, c'est la question de la langue. Donc, on commence avec la section générale, où vous pouvez sélectionner toutes sortes d'éléments qui vont changer la façon que le logiciel a de corriger vos textes. Je vais vous donner seulement quelques exemples. Je vais vous laisser lire l'ensemble puis sélectionner ce qui vous concerne. Mais par exemple, la question de la féminisation des titres. Si vous écrivez en France, puis si vous écrivez au Québec, le traitement de cette information-là ne sera pas le même. Au Québec, on féminise systématiquement, en France, pas nécessairement. Donc, vous pouvez choisir si le logiciel va vous l'indiquer ou pas. Même chose pour les nœuds absents, c'est un autre bon exemple. Ça se peut que dans votre type d'écriture, vous utilisiez beaucoup, vous exploriez le dialogue, vous écrivez en joual, vous écrivez en chiac, peu importe. Ça se peut que vous ayez besoin très régulièrement de ne pas inclure les nœuds. Donc, ça peut être lassant à la longue si le logiciel vous l'indique à chaque fois. Donc, vous pourriez sélectionner de
ne pas signaler l'absence de la négation si nécessaire. Même chose pour la question des abréviations. Signaler les participes passés accordés avec « en » parce que antidote, c'est pas nécessairement avec quoi ça s'accorde. Donc, il peut vous signaler l'apparition de ce phénomène-là et vous allez pouvoir l'ajuster et faire l'accord si nécessaire. Il y a toutes sortes donc d'éléments comme ça dans la section générale qui sont intéressants puis qui sont très pratiques pour personnaliser le logiciel selon vos besoins. Ensuite, vous pouvez configurer votre posture d'auteur. Vous écrivez, est-ce que vous êtes de langue maternelle française? Est-ce que vous êtes de langue maternelle anglaise? Autre. Vous pouvez indiquer votre habileté en français écrit, votre région linguistique. Donc, il y a plusieurs options: Belgique, France, Québec, Suisse, Antilles, Louisiane, Afrique, autres. Donc, on est dans différents registres linguistiques qui permettent, encore une fois, au logiciel de vous donner de meilleurs outils en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez demander au logiciel de vous signaler certains régionalismes. L'objectif, ça va être de vous assurer que, mais encore une fois, c'est juste si c'est ce que vous recherchez, mais que vous utilisez un français plus ou moins international selon vos besoins. Ensuite, la question des protagonistes est très intéressante et vraiment très pratique, mais il faut faire attention à une chose qui concerne le « je ». Moi, je suis une femme, mon « je » est généralement féminin, mais il peut arriver, par exemple, que dans un de mes textes, mon « je » devienne masculin si jamais je prends la parole comme un personnage homme. Sauf que si Antidote est configuré avec un « je » féminin, il va me signaler comme des erreurs tous les accords masculins qui seraient dans un texte où mon narrateur serait un homme. Donc, il faut revenir de temps en temps, ajuster cette section-ci selon les besoins du texte. Si on considère, par exemple, le « tu », ça peut être extrêmement utile de venir ajuster ce paramètre-là. Parce qu'un texte au « tu », on peut parfois se tromper en cours d'écriture. Puis, si le « tu » est indiqué comme féminin, il va venir faire les ajustements nécessaires. Puis, à chaque fois que le narrateur s'adresse à ce « tu »-là, bien, si ce n'est pas accordé de la bonne façon, il va l'indiquer. Évidemment, vous, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous pourriez les paramétrer aussi sans aucun problème. Dans la section langage, ça va être d'indiquer quels termes on voudrait que le logiciel nous signale. Donc, le niveau de langue, les termes inconvenants, les termes offensants, tout ça est paramétrable. Et moi, je me rends compte que c'est assez étrange parce que normalement, c'est plutôt comme ça, ma configuration. Donc, je veux qu'il m'indique les niveaux de langue, entre autres parce que j'utilise beaucoup de termes archaïques ou d'argot. Ça ne me dérange pas de le faire, au contraire, c'est volontaire. Mais je veux savoir où ils sont pour être certaine que le lecteur ne se perd pas trop. Les termes inconvenants puis les termes offensants, normalement, je suis capable de les repérer moi-même, donc je n'ai pas besoin que le logiciel me les indique. Ah, puis là, je me rends compte, en fait, c'est très étrange, ça devrait être comme ça. Comme ça et comme ceci. Puis, vous voyez, fait que là, je peux tout configurer. Ça, à partir de maintenant, ça veut dire que ici, le logiciel ne m'indiquera plus les termes très familiers ou familiers, mais il va m'indiquer avec une attention soutenue les termes argotiques, soutenus et vieillis. Donc, vous pouvez, comme je vous disais, ajuster chacun de ces paramètres-là selon votre écriture, selon vos besoins, puis selon ce que vous attendez du logiciel. J'ai plusieurs étudiants en ce moment que la question des anglicismes est importante. Vous pouvez demander de vous les signaler. Les confusions lexicales peuvent être indiquées aussi, les pléonasmes, et vous pouvez ajuster la sensibilité aux pléonasmes. L'objectif, c'est de s'assurer que le logiciel est attentif, comme vous le souhaitez, à ces enjeux-là. Les autres catégories, on va les passer un peu plus rapidement, elles sont pertinentes, mais elles sont moins existentielles.
Donc, la question des majuscules, qu'est-ce que vous voulez qui commence par des majuscules? Est-ce que vous tolérez les majuscules non accentuées? Ça dépend de où vous écrivez. Est-ce que vous mettez une majuscule après le 2 points? Est-ce que vous acceptez qu'il y a des mots inconnus en début de phrase? Donc, vous allez préciser tous ces éléments-là. Vous allez aussi préciser vos éléments de ponctuation. Ça, je vais d'ailleurs enlever ça. Donc, vous choisissez, donc les virgules devant mais ou car. J'ai très souvent tendance à écrire de façon plus sonore et rythmique et moins grammaticale. Donc, je trouve pas que c'est une nécessité d'en avoir toujours. Fait que quand tu me l'indiques, ça finit par être lassant par moment. Donc, voilà pourquoi j'ai fait cet ajustement-là. Ensuite, vous avez aussi les rectifications. Donc, est-ce que vous souhaitez utiliser la graphie traditionnelle, la graphie rectifiée, ou si vous voulez que le logiciel accepte les deux graphies? Puis, vous pouvez décider, en cas d'ambiguïté, favoriser laquelle des deux graphies. On ne le verra pas dans l'extrait que j'ai choisi, mais par exemple, si vous écriviez « il paraît » une fois avec un accent circonflexe, puis une fois sans accent, le logiciel va vous l'indiquer, puis il va vous recommander, parce que moi j'ai choisi favoriser la graphie traditionnelle, de l'écrire avec un accent. Mais en gros, ce que le logiciel veut dans ce cas-là, c'est de s'assurer que toutes les fois où le terme apparaît, il est écrit de la même façon. Ensuite, il y a les questions typographiques. Donc, c'est beaucoup plus en édition que ça va être pertinent. Vous pouvez lui demander d'être plus attentif aux différents types d'espacement, les signes de ponctuation, comment vous fonctionnez par rapport à ça. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. Vous pourriez choisir un jeu de réglage qui est déjà uniformisé, puis monté en prévision du type d'écriture que vous faites. Mais je vous encourage vraiment à plutôt aller formater le vôtre et à vous assurer qu'il correspond à votre type d'écriture, à vos besoins. C'est pas très long, ça prend 10 minutes, puis après ça, c'est formaté pour aussi longtemps que nécessaire. La seule chose qui est appelée à changer, comme je vous disais, c'était les protagonistes, là. Donc, une fois que cette configuration-là est faite, mais là, on peut vraiment entrer dans le travail du texte. Donc, pour bien vous montrer le travail avec le logiciel, j'ai choisi d'utiliser un court échantillon d'une ancienne version d'un texte que je suis en train d'écrire, dans lequel j'ai ajouté des fautes pour qu'on puisse vraiment voir le fonctionnement du correcteur pour commencer. Donc, voici le texte. Vous pouvez demander d'afficher la barre de correction d'Antidote. Elle ressemble à ça ici. Vous avez d'abord le correcteur, vous avez les dictionnaires pour les mots, et vous avez une grammaire aussi à laquelle vous avez accès directement par cette barre d'outils-là. Pour corriger un texte, vous mettez votre curseur au début de la section que vous souhaitez corriger. Je vous encourage à le faire très régulièrement, c'est-à-dire maximum 2 pages, là, parce que sinon, ça devient un tellement gros dossier de passer dans Antidote un texte qui aurait 15 pages ou 120 pages. C'est interminable, puis ça demande beaucoup de concentration. Donc, le faire au fur et à mesure, en découpant le travail, c'est vraiment plus efficace. Ça permet de vraiment profiter au maximum des avantages du logiciel. Donc, vous placez votre curseur au début de la section que vous voulez corriger. Si jamais il y avait eu d'autres textes puis que je n'avais pas voulu corriger ce qui suit, il faut sélectionner ce que vous désirez corriger. Lorsque votre texte est sélectionné, vous utilisez le crochet, puis ça va ouvrir le correcteur. Ce que vous ne voyez pas en ce moment, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir une correction faite dans le document, dans Antidote, ça va le mettre en application dans le document Word simultanément. C'est une autre des raisons pour lesquelles ça vaut la peine de ne pas avoir un trop gros document. Ça devient très lourd de faire la transition
d'un logiciel à l'autre, puis il y a plus de risques d'erreur dans ces circonstances-là, ou que ça plante. C'est très rare, mais je vous recommande quand même de ne pas utiliser des documents entiers, particulièrement si vous êtes en train d'écrire un roman de 300 pages, là, ça n'a pas de bon sens de le faire en une seule fois. Donc, on va commencer. Donc, la section qui va nous intéresser spécifiquement, puis à laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est vraiment seulement la section correction. Les autres sont des outils utiles pour les professeurs, donc combien de fautes il y a eu, puis des questions de logique, de sémantique, puis tout ça, c'est pas ça qui nous intéresse pour la réécriture littéraire. Donc, du côté de la langue, on va corriger les fautes que j'ai ajoutées dans le texte. Il va vous les indiquer, puis vous allez voir, la chose importante avec Antidote, c'est qu'il faut interroger ces corrections. Il faut se demander si ce qu'il nous propose, c'est adéquat. Vous allez voir, j'en ai laissé des corrections qu'il fait et qui sont fausses. C'est vraiment important à chaque fois de vous assurer que ce qu'il vous propose, c'est pas une erreur supplémentaire. Donc, l'un tient son chapeau contre son ventre et le pétrit à pleine main. Effectivement, pleine main, ça s'écrit au singulier pour l'expression complète. À côté, là, on nous demande, est-ce que vous voulez mettre une virgule à cet endroit-là? Normalement, il en faudrait une. Et de fait, moi, je veux qu'il y ait une virgule là, donc je la rajoute. Ensuite, donc vous pouvez choisir d'ailleurs de fonctionner par erreur. Donc, vraiment de vous assurer que il commence par vous indiquer seulement les erreurs. Vous allez donc venir ici, puis il va tout de suite passer à la suivante quand vous allez accepter de la corriger. Donc, le claquement des fils le fait sursauter, c'est à l'infinitif, ça prend un ER. Donc, je lui dis, effectivement, tu as raison. Là, la correction qu'il me propose, c'est parce qu'il pense que plumerie, ben, en fait, il reconnaît que plumerie n'est pas un mot. Or, dans le roman que moi je vais écrire, la plumerie est un endroit où on plume des animaux, des oiseaux plus exactement, et ce mot-là, moi je décide qu'il est un mot et qu'il fait partie de l'univers du roman. J'ai différentes options. Je peux ignorer la proposition de correction tout simplement. Le cas échéant, je ferai un X ici. Mais je peux choisir le plus juste à côté et lui demander d'ajouter plumerie au dictionnaire, à mon dictionnaire personnel. Donc, je lui dis que c'est un mot en français, que c'est un nom, effectivement. C'est pas un nom propre, c'est un nom qui s'écrit au féminin. Puis, c'est une chose ou un concept, c'est un lieu, en fait. Mais c'est pas un lieu comme le nom d'un village, donc il prend pas la majuscule, puis c'est pas considéré comme un nom propre, qui serait ici. Donc voilà, je l'ai ajouté, puis là, vous allez voir, le mot va disparaître et le « la » qu'il m'indiquait comme étant fautif est rendu correct puisque j'ai indiqué que plumerie était un nom féminin. Ensuite, on s'en vient ici. Les carcasses des oies pendent comme à l'habitude éventrées blanches. Pour lui, éventrer s'accorde avec habitude. Mais vous et moi, on sait parfaitement que ça s'accorde avec les carcasses. Donc, est-ce que c'est une erreur? C'en est pas une. Donc là, on peut faire le X, lui dire aussi blanche aussi. Les viscères empilés, par ailleurs, viscères est masculin, donc empilé, dans ce cas-ci, est effectivement fautif. Donc on lui dit « Bravo, Antidote, tu avais raison ». Ensuite, en ce qui concerne les ruptures, il s'agit de moments où le logiciel ne réussit plus à savoir comment évaluer ce qui est écrit. Donc, ici, avec sa fesse, il ne sait pas il ne reconnaît pas la structure de la phrase. Ça arrive de temps en temps quand on écrit des textes qui sont plus littéraires. Si vous travaillez un texte qui est communicationnel, qui est destiné à être compris rapidement, clairement, et dont l'objectif est vraiment la transmission d'informations, vous ne voulez pas qu'il y ait de rupture. Parce que ça veut dire que le lecteur va être aussi obligé de s'arrêter pour analyser le texte.
En littérature, c'est pas vraiment grave, mais il faut quand même s'assurer que c'est pas parce qu'il manque quelque chose à la phrase que le logiciel nous l'indique. Alors, il faut prendre le temps de lire la phrase comme il faut. Son manteau se soulève, s'affaisse, et la froidure lui mord le cou. On n'a aucun mot qui manque. On comprend, nous, pourquoi s'affaisse est entre virgules. Donc, à partir de là, on peut se dire, OK, ce n'est pas une erreur, et je l'ignore. Même chose ici, on a une autre signalisation de rupture où Antidote ne parvient pas à analyser. C'est probablement à cause du parfois, mais en gros, la phrase, le segment de phrase et le sang souille le comptoir tombe parfois en gouttes noires sur les viscères empilés. Il n'y a pas d'erreur grammaticale à cet endroit-là, donc c'est pas un enjeu non plus. Ici, c'est une indication parce que là, je vous avais vu que j'ai modifié la sensibilité par rapport à l'argot. Là, il se demande si je veux dire cocaïne en utilisant neige. C'est pas le cas. Donc, j'ignore l'alerte. Donc là, on a un texte qui est corrigé du point de vue grammatical. On s'est interrogé sur les corrections proposées, on a choisi celles qui nous concernaient, puis on a ignoré celles qui ne nous concernaient pas. Du côté de la typographie, je n'ai pas inclus d'erreur, mais mettons que je faisais ça, là, il m'indiquerait, comme vous voyez ici, qu'avec mon 2 points, il faut que je mette un espace insécable. Donc, je lui demande de le corriger. C'est la partie dont on parlait là, plus tôt, qui est plus liée à l'édition. Mais pour uniformiser les textes et vous assurer qu'ils ont une présentation professionnelle, ça peut être un atout très intéressant. Enfin, et c'est probablement là le travail que moi j'aime le plus faire dans l'écriture en général, on s'en va corriger le style. Mon outil préféré de style, c'est la question des répétitions. Je vais d'abord vous montrer un élément important et que plusieurs personnes ignorent. Dans la section ici, d'options, si vous soulevez, vous pouvez choisir l'empan de votre correcteur pour les répétitions. Ça veut dire en fait le nombre de mots entre les deux répétitions qui est tolérable. Plus votre empan est grand, plus le logiciel va être sensible aux répétitions. C'est-à-dire que, mettons que je le raccourcissais vraiment beaucoup, là, vous voyez dans le texte en bleu, ce sont les indications de répétition, puis il m'indique que j'en ai 7. Si je le rapetisse, je me retrouve avec 5 parce que les autres sont trop loin des mots qui les reprennent. Ensuite, on peut choisir d'inclure ou d'exclure les mots de même famille. Je vais essayer de trouver... vous voyez plume puis plumé ici. Je vais essayer de vous le sélectionner. Ils sont apparus en orange. Si vous décochez cette case-là, ils disparaissent parce que c'est des mots de même famille, mais c'est pas des répétitions, c'est pas des répétitions absolues, c'est-à-dire que c'est pas 2 fois le mot plume. Moi, je suis très sensible à ces questions-là et j'aime beaucoup travailler les répétitions. Donc, je mets mon empan au maximum puis j'inclus les mots de même famille. Il va vous indiquer que parfois revient souvent, que blanche revient souvent. Puis blanche, bon, je me dis, OK, pris entre la nuit blanche de la rue, la lumière chaude des vitrages, éventrée blanche, c'est quand même rapide, c'est même blanche, c'est pas féminin, masculin ou quelque chose comme ça, c'est vraiment 2 fois le même mot. Puis hanche, c'est un son qui est très particulier, qu'on retrouve pas souvent, donc qui sonne fortement dans un texte. Si ça revient trop proche, ça va paraître. Donc là, je me dis, bon, OK, lequel des deux est le plus facile à remplacer? Les oies sont blanches, ça va être difficile de le changer. Je pourrais mettre neige, mais j'ai neige ici. Fait que si je le change, ça va être bizarre. La nuit, elle peut être pâle, par exemple, assez facilement. Donc, je peux me dire, est-ce que pâle est pris? Il n'y a pas une nouvelle répétition qui apparaît. Donc, je peux laisser pâle tel quel parce que finalement, il est nulle part ailleurs dans le texte, puis il vient m'enlever ma répétition avec blanche. On a carcasse qui est extrêmement proche. Là, c'est vraiment
à une phrase d'intervalle. Là. C'est une phrase, puis dans l'autre phrase, il se retrouve. Là, je ne vais pas faire toute la correction du texte, je vais vous expliquer comment ça s'est résolu dans les versions ultérieures. C'est qu'il y a à peu près 5 paragraphes qui viennent ici. Et donc, le mot carcasse est vraiment espacé comparativement à dans la situation actuelle. Donc, vous voyez qu'on peut passer beaucoup de temps, ça peut être très, très divertissant, ça amène le texte à un autre niveau. Il faut faire extrêmement attention quand on remplace un mot par un synonyme, de s'assurer que le synonyme signifie la même chose et non pas un sens proche, mais qui va venir modifier la compréhension du texte. J'aimerais ça vous donner un exemple, peut-être avec... je vais vous montrer les dictionnaires après. Donc, on a après ça les tournures, les phrases impersonnelles. Vous auriez là aussi les phrases non verbales. Donc, vous avez toutes les options. Et puis, les niveaux de sensibilité. Ensuite, on a la question du vocabulaire. Ça aussi, je vous encourage vivement à y faire attention. Je pense entre autres à mes étudiants à qui je signale régulièrement les verbes termes. Les verbes termes, c'est être, avoir et faire. Elle a une maison blanche. Il est grand. L'arbre n'a plus de feuilles. Toutes ces expressions-là utilisent des verbes termes, c'est-à-dire qu'ils pourraient être remplacés par des verbes plus précis. Elle possède une maison blanche. L'arbre perd ses feuilles ou l'arbre est effeuillé. Est effeuillé, c'est pas mieux en fait. Mais vous voyez quand même, donc le logiciel va vous le signaler. Puis, là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas vraiment dans cet extrait-là. Vous pouvez donc choisir aussi la sensibilité du correcteur. Puis, il va aussi vous indiquer les niveaux de langue. Si vous aviez des termes offensants, il les indiquerait aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses qui apparaîtraient ici qui, pour l'instant, ne sont pas problématiques dans le texte, donc on ne les voit pas. Mais je vous encourage, là, quand vous révisez un texte, à aller consulter chacun de ces onglets-là pour être vraiment certain que vous avez fait le tour de ce qu'il y avait à vérifier. Lisibilité, très intéressant. Si vous avez 800 indications de phrases longues, il y a peut-être un problème de compréhension qui va émerger dans le texte. Vous pouvez choisir ici la sensibilité d'antidote aux phrases longues. Par exemple, moi, je peux me dire que 40, c'est pas assez à mon goût, puis je trouve que ça devrait être 50 mots dans ma phrase longue. Mais je pourrais aussi me dire, OK, j'écris pour des enfants, puis au-delà de 15 mots, ils ne comprendront pas qu'est-ce que j'écris. Donc, vous pouvez vraiment ajuster selon le destinataire de votre texte. Là, je vais le remettre à 40. Puis, vous pourriez faire les mêmes demandes pour les mots longs, les mots rares. Encore une fois, pour écrire pour les adultes des textes littéraires, c'est pas très grave. Mais si votre perspective, c'est la communication ou l'écriture jeunesse, ces choses-là, elles vont devenir vraiment importantes. Même chose pour l'inclusivité. Si vous êtes en train d'écrire un texte qui va être diffusé largement puis qui transmet des informations, vous voulez utiliser l'écriture inclusive. Mais alors, ici, si jamais vous aviez oublié dans votre texte un endroit où finalement c'est accordé seulement au masculin, mais le logiciel va vous l'indiquer. Donc, ça fait pas mal le tour des onglets style. C'est extrêmement utile et important. Puis, il me reste juste à vous montrer la façon que j'ai d'utiliser le dictionnaire. C'est une façon qui est très personnelle, mais ça va quand même vous donner des pistes sur les possibilités puis les outils que vous allez trouver. Pour bien vous montrer la façon dont j'utilise le dictionnaire, je vais plutôt aller dans les répétitions, puis on va prendre le carcasse là, qui était problématique. Donc, vous avez accès au dictionnaire dans le logiciel directement, ils sont ici, ou comme je vous disais, dans votre texte directement. Carcasse est sélectionné ici. Si je clique sur le dictionnaire, ça va m'amener au même endroit.
Vous avez dans le dictionnaire d'abord la définition du mot. Ça peut servir, entre autres choses, si vous avez utilisé la fonction synonyme, puis que vous voulez vous assurer que vous utilisez le mot de la bonne façon. J'utilise énormément le dictionnaire de synonymes d'Antidote. Donc, vous avez divisé en mots, en sous-groupes, dans le fond, les différents synonymes de carcasse. On a pour le cadavre d'un animal, charogne, mais là, mettons que j'avais voulu remplacer mon carcasse par charogne, ça n'aurait pas été une bonne définition. On a aussi, juste vous indiquer, là, le résultat de la définition des mots sélectionnés dans la section synonyme à l'extrême gauche à l'extrême droite, pardon, du logiciel. Donc là, on a charogne, corps d'un animal mort, abandonné et putréfié. C'est pas ça que je veux dire, parce que mes carcasses, elles sont entreposées dans un commerce qui va les vendre. Donc, je peux pas juste me dire « Ah, charogne, ça sonne bien, ça a la même longueur puis la même rythmique que carcasse, je vais utiliser ce mot-là ». Ça veut pas dire la même chose. Donc, on peut pas se servir du mot de la même façon. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié au corps, puis au registre familier. Mettons, « Ah, je traîne ma vieille carcasse ». Mais là, on parle en fait du corps et non d'un corps mort. Puis ensuite, la carcasse d'une maison, bien là, on parle plutôt de charpente. Donc, conclusion, dans le cas qui, moi, m'occupe, je peux difficilement remplacer mon carcasse par autre chose. Parce que, en tout cas, d'après Antidote, parce que les synonymes qui sont là ne me servent pas, ne veulent pas dire la même chose, puis ne me permettent pas d'avancer le projet comme je le voudrais. Je vais plutôt utiliser corps qui est ici. Donc, vous voyez, là, j'ai double-cliqué dessus, puis ça m'amène directement sur ce mot-là. Puis là, j'arrive dans les synonymes aussi. Il y a évidemment beaucoup plus de synonymes pour le mot corps que pour le mot carcasse. Peut-être que je pourrais trouver là autre chose. Par exemple, ici, on a cadavre, dépouille, macabée. Il y a peut-être là-dedans des mots qui sont plus proches de mes besoins. Donc, on peut assez facilement sautiller dans Antidote pour finir par trouver l'expression exacte qui nous intéresse. Ensuite, ça arrive parfois en cours d'écriture. C'est pas un outil pour la révision spécifiquement, mais des fois, on est comme, voyons, c'est quoi le mot? C'est le contraire de ça. Donc, le contraire de corps. Voyons, c'est quoi le contraire de corps? Dans antonyme, on va avoir des propositions d'antonymes. Et donc, on peut finir par trouver un mot de cette façon-là. Si on cherche un mot aussi, par exemple, là, c'est pas nécessairement adéquat avec corps. Mais mettons que je cherche le mot jambe, mettons. Puis que là, je ne trouve plus... je l'ai sur le bout de la langue, je le trouve pas. En allant dans... Puis je me souviens que c'est une partie du corps. Puis je suis comme, voyons, c'est une partie du corps, qu'est-ce que c'est? Mais en allant dans la section champ lexical, on va avoir... Là, il y a énormément de mots. Je me suis pas simplifié la vie, là. Mais il va y avoir toutes sortes de choses. Donc, peau, sang, organes. Vous voyez, jambes est là tout de suite, là. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est les jambes que je cherchais. Donc, la question du champ lexical, elle est vraiment utile. Je vous dirais qu'elle est particulièrement utile dans les langages techniques. Par exemple, si je veux écrire un texte sur l'aviation, puis que j'ai besoin de mots spécifiques liés aux avions, le champ lexical peut être un outil pour les retrouver facilement, parce que ce n'est pas un vocabulaire qui nous revient automatiquement en tête. La question des co-occurrences peut être intéressante si on a de la misère à savoir comment utiliser un mot. Quel exemple je peux vous donner? Mais allons-y, restons avec corps. Je veux savoir si un verbe peut être utilisé avec corps, mais puis je suis vraiment pas certaine que c'est le bon mot, mais je peux aller voir quand corps est sujet, vérifier il est sujet de quoi. Puis, ça peut me donner... C'est sûr que ça se pourrait que votre expression ne soit pas là. Ça peut arriver. Mais c'est généralement un bon indicateur pour savoir si
l'agencement que vous souhaitez utiliser est adéquat et grammatical ou pas. Ça peut aussi aider à trouver justement des mots pour remplacer les verbes termes. Je voudrais trouver une façon de dire que le corps est en mouvement. Je pourrais aller facilement dans, OK, quand le corps est sujet, quel mot on utilise? OK, le corps frémit, le corps se balance, le corps frôle, le corps ressent, le corps agit. Donc, au lieu de dire le corps est en mouvement, si je dis le corps agit, mon texte vient de s'enrichir assurément. Donc, ça peut être un très bon outil pour accroître la richesse de vocabulaire de vos textes, puis pour vérifier aussi la validité de certaines expressions. Ensuite, mettons que ce serait un verbe, le corps agit, donc agir. En conjugaison, je vais avoir les tableaux de conjugaison pour être certaine de la façon dont j'écris mon verbe puis comment je le conjugue. À ceux dont je parle beaucoup de concordance des temps, ça peut être un bon outil de venir consulter ça ici pour vous assurer, entre autres, dans les temps subjonctifs, puis dans les temps indicatifs, mais pas composés, les futurs simples, passés simples, puis le plus que parfait, c'est des temps qui peut valoir la peine de venir vérifier, et c'est un excellent outil pour le faire. Ensuite, disons qu'on retourne, avec notre corps. Ça va être plus facile pour la suite des choses. Il y a la question des mots de même famille. Tout à l'heure, je vous parlais de l'outil champ lexical. Pour retrouver un terme quand on le cherche, c'est sûr que les mots de même famille sont aussi un autre outil pour retrouver un mot qu'on a perdu momentanément. Par exemple, je cherche la question de la corporalité. Qu'est-ce que c'est donc avoir un corps? Mon Dieu, je me souviens. C'est quoi l'expression qui parle de corporalité, du corps? Là, je vais aller dans mes mots de même famille, puis corporalité est ici. Puis, ça me permet de le retrouver plus facilement. Ensuite, vous allez avoir l'outil citation. Je m'en sers pas très souvent, mais ça peut être une façon intéressante de chercher des usages particuliers d'un mot. Puis, si vous êtes curieux et que vous aimez beaucoup l'histoire de la langue, la question historique est très, très intéressante. Vous allez avoir toute l'histoire du terme d'aussi loin qu'on est capable de remonter, donc ici au 9e siècle. Puis, il y a des citations tirées des ouvrages dont viennent les expressions. Donc, voilà. Ça fait le tour des possibles pour Antidote. Il existe aussi en anglais. Et maintenant, l'un des grands avantages, c'est une traduction directe. Si vous êtes sur Body en anglais et que vous allez en français, il va vous amener à corps. Donc, pour ceux qui sont bons en anglais et mais pas bilingues parfaitement, puis qui écrivent des messages parfois en anglais, comme ça m'arrive, mais c'est un excellent outil parce que ça évite de chercher pendant 1 million d'années le mot qu'on a sur le bout de la langue, puis qui n'apparaît pas à notre esprit. Le logiciel fonctionne exactement de la même façon en anglais, donc vous pouvez le configurer comme on a fait au début. Il fait le même travail de révision de la langue qu'en français. Vous avez accès au même type de dictionnaire, donc il fonctionne exactement de la même manière. Ça fait le tour de l'utilisation d'Antidote. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous encourage à jouer avec ce logiciel-là, à voir le travail à faire comme un jeu, vraiment plus que comme une corvée. Vous allez voir qu'à la longue, il y a ça élargit le vocabulaire beaucoup plus intuitivement, puis vous allez devenir sensible à certaines corrections que vous avez l'impression que là, vous faites constamment les mêmes erreurs, mais vous allez intégrer ces choses-là, puis la correction va devenir de plus en plus rapide et de plus en plus ludique. Alors voilà, je vous souhaite bonne écriture et beaucoup de plaisir dans le retravail de vos textes.